Les conversations du week-end. Aujourd'hui, juifs et chrétiens, dialogue au présent. Bonjour et bienvenue sur KTO Radio. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, ce mois-ci pour un nouveau dialogue au présent entre juifs et chrétiens. Le père Christophe Le Sourd, directeur du Service national pour les relations avec le judaïsme à la Conférence des évêques de France, invite chaque mois un représentant de la communauté juive pour un dialogue fraternel qui doit nous aider à mieux nous connaître et mieux nous estimer avec nos frères juifs. Ainsi, essayons-nous de mettre en œuvre la déclaration de Vatican II, Nostra Aetate, qui encourage et recommande, entre les chrétiens et les juifs, la connaissance et l'estime mutuelle, qui naîtront surtout d'études bibliques et théologiques, ainsi que d'un dialogue fraternel. Bonjour, Père Christophe Le Sourd. Merci de votre présence sur KTO Radio. C'est une grande joie. Qui avez-vous invité ce mois-ci et pourquoi ? Alors, aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir Ruth Ouazana-Barrer. Merci de ta présence dans les studios de KTO Radio. Avec grand plaisir. Alors, on va parler de deux institutions du monde juif français dont tu es à l'origine. Alors, on va parler d'abord de Limoud. Qu'est-ce que Limoud ? Limoud, c'est un événement qui organise, alors l'événement principal a lieu sur Paris et c'est 3 jours de chant, danse, découverte de la vie juive sous tous ces différents angles. Je dis chant et danse parce que c'est important pour moi, mais en vérité, c'est une toute petite partie de Limoud. C'est beaucoup d'ateliers, de conférences qui portent sur la vie juive dans tous ces différents aspects, que ce soit sous l'aspect communautaire, que ce soit sous l'aspect religieux, que ce soit sous les différents aspects en fait qu'on peut imaginer autour de qu'est-ce que c'est que être un juif. Et Limoud, c'est quelque chose qui a pris naissance en Angleterre à l'instigation de quatre éducateurs en 1980 qui ont décidé d'avoir un événement par les éducateurs, pour les éducateurs, et puis ils se sont rendus compte en fait que n'importe qui peut être un éducateur, que n'importe qui a des choses à partager, et donc ça s'est très vite développé en Angleterre, avec des personnes qui partageaient, et en fait la grande singularité, j'ai envie de dire, de Limoud, une des grandes singularités, c'est que ceux qui viennent peuvent proposer des interventions. Et donc, ce n'est pas que les personnes qui sont déjà connues et reconnues qui vont faire des interventions, mais tout un chacun peut faire une intervention. Et c'est quelque chose qui, pour moi, qui est fondé Limoud en France en 2004, avec un premier événement en 2006, était quelque chose que je trouvais particulièrement intéressant et enrichissant parce que, au-delà des personnes qui sont habituellement connues, eh bien, c'est rentrer dans une découverte et dans un plaisir d'apprendre sur les passions des personnes. Et par exemple, entre le premier événement, donc en 2006, et le deuxième qui a eu lieu en 2007, j'ai une dame qui m'a appelée en me disant est-ce que, si j'ai bien compris, tous les participants peuvent proposer une intervention ? Je dis oui, effectivement, c'est bien le principe. Elle dit voilà, moi je suis passionnée par les fleurs et donc je voudrais faire une intervention sur les fleurs et le judaïsme. Et donc j'étais un peu interloquée parce que je ne voyais pas du tout ce qu'elle voulait bien pouvoir dire là-dessus. Et puis on veut aussi que chaque intervention ait un intérêt. Et donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle voyait là-dessus. Elle a dit voilà, moi j'ai étudié dans la Bible tous les passages où on parle des fleurs ou des plantes. Et je regarde aujourd'hui où est-ce qu'on les trouve. Et donc, c'est une approche biblico-géographique des fleurs et des plantes dans la Bible. Et ensuite, j'aimerais créer une composition florale sur Jérusalem avec les personnes qui viendront. Ça a eu beaucoup de succès et c'est quelque chose auquel moi, je n'aurais jamais eu l'idée de faire ça. Et c'est vraiment un exemple que j'ai envie de donner en intervention qui sortent complètement du champ des connaissances habituelles. Alors,
Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, parce que j'ai eu la chance Mhm. d'être invité, d'intervenir à Limoud, c'est pour que nos amis de KTO Radio puissent bien mesurer l'ampleur de l'événement. C'est comme si, en un seul lieu, on invitait catholiques, orthodoxes, protestants de toute sensibilité, chrétiens d'Orient, au même moment, et chacun pouvant s'exprimer sur de multiples sujets, comme tu viens de l'exprimer. Parce que ce qui est très frappant, c'est tous les courants juifs sont présents. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc moi, j'ai découvert Limoud en 2000 et le temps que ça fasse son chemin, et puis j'étais également commissaire international à l'époque pour les éclaireurs israélites de France, et donc mon plein temps bénévole était déjà bien chargé, donc j'ai attendu la fin de mon mandat pour pouvoir créer Limoud en France. C'est quelque chose qui, pour moi, était très important. Parce que les querelles de clocher, on en trouve partout, y compris chez les Juifs. Même si c'est une petite communauté par rapport à la communauté chrétienne, c'est plein de petites communautés en vérité. Et avec ceux qui disent moi, je suis plus juif, entre guillemets, que les autres, parce que je vais vivre mon judaïsme de telle ou telle façon. Et l'intérêt de Limoud, justement, avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure, avec le fait que chacun vient présenter sa passion, eh bien, c'est de pouvoir comprendre que toutes les passions, au final, font toute la diversité et toute la richesse du monde juif. Et donc, en mettant toutes ces personnes en capacité de pouvoir présenter, eh bien, c'est ce qui permet en fait d'ouvrir les horizons du monde juif à la communauté juive en France, et c'est ouvert également effectivement aux personnes qui ne sont pas juives pour pouvoir participer et découvrir, avec cette idée de un pas de plus dans son propre parcours juif, et qu'on soit juif ou pas juif. Et c'est quelque chose qui est important pour pouvoir apprendre de l'autre. Et donc, aller au-delà des querelles de clocher. On a organisé donc c'est sur un gros week-end qui comprend le vendredi et le samedi, donc le jour du Shabbat, du vendredi soir au samedi soir. On a des offices en parallèle, un office orthodoxe, un office conservatif, un office libéral, et parfois on a également d'autres offices. Et donc comme ça, en 2008 par exemple, on a organisé un office pour femmes orthodoxes, pour leur permettre de faire quelque chose en fait qui ne se fait pas, ou qui se fait maintenant en fait depuis une dizaine d'années en France, mais qui ne se faisait pas alors. C'était le fait pour les femmes de pouvoir monter à la Torah dans le milieu orthodoxe, qui est le milieu plus religieux, plus orthopraxe, on va dire, plus orthodoxe, dans la communauté juive. Et beaucoup de femmes comme ça ont eu la chance de pouvoir faire leur bat mitzvah à Limoud, parce qu'elles ont pu lire la Torah dans ce cadre. Et on avait fait venir une femme qui était la première, qui s'appelle Léa Chagdiel, qui est maintenant femme rabbin en Israël, femme rabbin orthodoxe, parce qu'en Israël, ils sont un peu en avance, je dois l'avouer, sur la France, sur certains points, et qui était venue pour organiser ça à notre demande, pour pouvoir justement ouvrir les horizons, encore une fois, avoir cette possibilité de pouvoir montrer toute la diversité et de pouvoir permettre aux gens en fait de découvrir un peu plus sur eux-mêmes. Alors, il y a 2 mois, nous avions la joie d'accueillir Ariel Goldman, le président du Fonds social juif unifié. Il nous a parlé d'Academ. Et moi, je me dis, en fait, Limoud, c'est Academ en présentiel. C'est-à-dire que ça va des recettes de cuisine ashkénaze jusqu'aux enjeux géopolitiques au Moyen-Orient. Tout à fait. Voilà, et ça, c'est tout à fait saisissant de voir la grande diversité des thèmes qui sont proposés pendant 3 jours. Et tout ça dans une ambiance extrêmement fraternelle. Ce qui est frappant aussi, c'est la façon dont c'est organisé, à savoir dans un lieu qui permet de venir en avion, en train, en voiture et à pied pour les plus courageux. Tout à fait, effectivement. L'objectif, c'est que ce soit facile d'accès pour que tout le monde puisse venir relativement facilement. Et on fait venir aussi une navette pour les personnes qui n'ont pas qui ne vont pas prendre les transports en commun ou qui n'ont pas de voiture.
C'est pour dire qu'on peut venir de très loin. On peut venir de très loin. On a eu, sur une année, pas mal d'intervenants et de participants des États-Unis, d'Europe de l'Est, de différents... Enfin voilà, on a eu une cinquantaine d'internationaux qui sont venus. Comme c'était effectivement accessible facilement, c'était une chance aussi, parce que un des points qu'on a mis en place, et c'est spécifique à Limoud France, c'est que chaque année, on fait un zoom sur un pays donné. Et donc, on a fait un point sur les communautés juives d'Italie, par exemple, ou sur la Chine, un point sur l'Argentine. Et à chaque fois, on fait venir des personnes qui peuvent parler des communautés juives. Donc on a eu le responsable, par exemple, des Juifs de Shanghai, qui est venu à Limoud. Et on en profite pour faire venir les ambassadeurs des pays en question et également l'ambassadeur d'Israël en France, de telle manière à pouvoir également créer une connexion et une rencontre. Et c'est toujours très riche, dans ces cas-là, de pouvoir comprendre comment ça se passe pour les Juifs de Chine, ou pour les Juifs d'Italie, ou pour les Juifs d'Argentine, pour les Juifs de Suède. C'est vraiment l'objectif, c'est d'aller à la découverte d'eux. Et donc, c'est à la fois en France, à la fois au niveau spirituel, c'est à la fois au niveau historique, géographique, littéraire, culturel, mais c'est également au niveau des différentes communautés juives à travers le monde, comprendre un petit peu comment ça se passe. Et on a également, parfois on fait des zooms donc sur les différents pays, et cette année c'était sur la France. Alors, pour que nos amis puissent avoir une idée de l'ampleur de l'événement, il y a combien de personnes à participer à un week-end ? Alors, pour bien comprendre, il y a à peu près 150 interventions pour 800 personnes. Donc ça fait... Et dès le premier événement, d'ailleurs, on était à 539 personnes en 2006, et on a toujours tourné entre... 500, donc 550 et 800, 850 personnes qui viennent donc de tous les horizons et qui apportent cette diversité et ce croisement des cultures et des connaissances. Et ça peut aller de droite, de gauche, des gens qui sont très religieux, des gens qui ne sont pas du tout religieux. D'ailleurs, alors quand j'ai créé Limoud la première année, on m'a dit « T'en fais pas, ça marchera pas, c'est normal, c'est trop anglo-saxon en France, ça marchera pas ». Donc je dis « Ok, on essaye quand même ». Donc 500 personnes dès le départ, c'était quand même plutôt pas mal. Pour un raté, c'était pas si mal. Oui, exactement, totalement. Et parmi les personnes qui n'étaient pas là au départ, il y avait notamment tous les responsables des grosses institutions juives. Et on me disait quand même, le CRIF n'est pas là, le consistoire. Je dis, vous en faites pas. Vous en faites pas. D'ici 10 ans, on en reparle. Et donc 10 ans plus tard, puisque maintenant on a fêté les 20 ans en mars, donc il y a 10 ans, le président du consistoire qui vient et qui regarde les gens et qui voit un petit peu comment ça se passe, qui dit « Mais je ne comprends pas, d'où est-ce qu'ils viennent ces juifs qui ne viennent pas entre guillemets chez moi, qui ne viennent pas au consistoire ? Comment est-ce que vous arrivez à atteindre des personnes qui ne sont pas touchées par la communauté juive organisée de manière générale ?» Je dis en fait le fait qu'on soit une association et qu'on puisse offrir toute cette diversité de points de vue, de partage, de connaissances, eh bien c'est ce qui va permettre à chacun de venir découvrir. Et je voudrais donner juste un exemple ou deux. Une jeune femme qui est venue, qui est rentrée dans l'équipe ensuite, c'est pour ça que c'est assez proche, qui est rentrée, qui m'a dit « Moi, j'ai grandi du côté de Bois-le-Roi, en banlieue parisienne, et je savais que j'étais juive, mais je ne faisais absolument rien chez moi. J'avais juste la connaissance de ma judéité, sans avoir aucune pratique, sans jamais aller à la synagogue, sans lien. Et quelqu'un lui a parlé de Limoud, elle s'est dit pourquoi pas.
Elle est venue, elle m'a dit, je suis rentrée et d'un coup, je me suis sentie appartenir à une grande famille. Et c'était ça l'important. C'est qu'au-delà justement des différences, des différentes appartenances qu'on peut avoir ou qu'on peut se donner, on va dire, c'est comprendre que c'est une grande famille et qu'il n'y a pas besoin de faire de distinction et de distinguo. Et que s'il y en a, et parce que ça existe, eh bien c'est quelque chose dont on doit s'enrichir. Et non pas quelque chose qu'on doit mettre de côté ou dire « moi, je suis plus juif que l'autre parce que moi, je suis différent ». C'est rentrer dans cet enrichissement commun au niveau de la communauté juive. Alors, quand on accueille 800 personnes, c'est une grosse machinerie, une grosse organisation. Comment fonctionne Limoud ? Alors ça fait partie des choses extraordinaires de Limoud, c'est son équipe. Son équipe, ils sont entre 20 et 60 bénévoles qui font tourner Limoud donc il y a la grande machinerie, on va dire, pour Limoud France, mais Limoud a également fait des petits, il y a Limoud Marseille, il y a Limoud Strasbourg, Limoud Bordeaux, cette année on a eu Limoud Toulouse également, et on a eu également Limoud Île de la Réunion. En fait, ça fait partie de personnes qui sont, j'ai envie de dire, des kidam, comme je l'étais à l'époque aussi, des personnes qui viennent, qui font partie de la communauté juive, ou pas forcément, et qui viennent parce que ça fait partie de créer quelque chose, cet espace d'ouverture sur le monde juif qui ne soit pas, dans lequel on ne nous dise pas comment réfléchir, comment penser, mais viens et prends. Il y a 10 interventions en parallèle, 11 interventions en parallèle. Viens choisir ce qui te plaît. On n'est pas là pour te dire comment penser, on est là pour te montrer toute la diversité, toute la richesse qui existe dans le monde juif. Viens et prends et enrichis-toi et deviens qui tu es. Il est temps de faire une petite pause en musique. Ruth, vous avez choisi un morceau de Arik Einstein, Ani Ve'ata. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Oui, c'est un morceau très beau qui est très connu dans le monde israélien. Et je suis également israélienne. Ani Ve'ata, c'est toi et moi et toi. Nous allons changer le monde. On écoute. À tout de suite sur KTO Radio. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה אז יבואו כבר כולם. אמרו את זה קודם לפניי, לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה ננסה מההתחלה. יהיה לנו רע, אין דבר, זה לא נורא. אמרו את זה קודם לפניי, זה לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה נשנה את העולם.
Vous êtes bien sur KTO Radio dans votre rendez-vous du week-end, Juifs et chrétiens dialoguent au présent. Christophe Le Sourd reçoit aujourd'hui Ruth Ouazana. Ruth Ouazana Barrère, parce Merci. que ça nous permet d'associer J'ai le oublié le mari, deuxième nom. Michael, à qui on dit toute notre amitié. Alors, juste au début de cette seconde séquence, on va reprendre au sujet de Limoud pour nos amis qui aimeraient se renseigner plus avant Tout à au fait. sujet de cet événement. Est-ce qu'il y a des coordonnées pour pouvoir avoir des contacts et Oui, tout à fait. Alors, s'informer du programme de l'année prochaine? le plus simple, c'est d'aller sur le site internet www.limoud.org pour avoir toutes les informations et de s'abonner à la newsletter de telle manière à recevoir en temps et en heure les informations pour pouvoir s'inscrire pour l'année prochaine, sachant que le week-end aura lieu en mars. C'est en mars tous les ans pour le week-end principal qui a lieu en région parisienne. Et en allant sur Limoud, sur le site internet, on peut voir également les dates des autres Limoud en province. Merci. Alors, on a entendu Aniveata, Oui. une très belle chanson. Tu aimerais nous en parler un peu plus pour faire le lien avec le sujet que nous allons maintenant aborder? Oui, tout à fait. Aniveata, donc cette chanson israélienne chantée par Arik Einstein, elle dit « Toi et moi, nous changerons le monde. On sait que ce n'est pas facile, mais on y va. » Et c'est un peu là-dessus qu'on est parti avec mon mari. Pour la deuxième partie de cette intervention sur les racines de demain. Pour nous présenter rapidement, moi j'ai donc eu un gros parcours en région parisienne, puis je suis partie une dizaine d'années à l'étranger, et en 2016 je suis revenue en France pour rejoindre celui qui est devenu mon mari, Michael Barrère, et ses 4 enfants. Et on a décidé très rapidement de monter ensemble une association qui rejoignait 2 de nos passions respectives, qui étaient le dialogue. Le dialogue avec les autres et la lutte contre l'antisémitisme. Et on l'a fait donc avec cette association, Les Racines de Demain. Et pour moi, c'était important parce que ça allait dans cette logique qui avait débuté déjà avec Limoud et qui avait débuté en vérité avec mon activité en tant que commissaire international pour les éclaireurs israélites de France, qui était si je peux parler, si je peux faire du dialogue interreligieux au niveau international, c'est parce que je sais qui je suis. Parce que j'ai été prof de Talmud Torah, parce que j'ai été scout, parce que j'ai cette connaissance de moi-même qui va faire que je peux aller vers l'autre. Et donc, en créant Limoud en 2004, c'était donner la possibilité aux Juifs de France d'en apprendre davantage sur eux-mêmes. Et parce que c'est important. Si on veut aller vers l'autre, c'est important de savoir qui on est. Et la deuxième partie, c'est d'aller vers l'autre, justement. Et c'est un peu comme ce que dirait dans un autre registre Audrey Hepburn, c'est d'avoir ces 2 mains, une tournée vers soi, une tournée vers l'autre. Et pour moi, c'était quelque chose d'évident et de normal de pouvoir me donner à la communauté juive et de pouvoir donner au monde dans son ensemble. Et donc, la première partie, c'était enrichir la communauté juive. Et la deuxième partie, c'est enrichir la communauté nationale. Et pour ce faire, eh bien, c'est aller éduquer, passer par le dialogue et par l'éducation pour pouvoir casser tous les préjugés qu'on peut avoir les uns sur les autres. Et donc, les racines de demain, c'est quoi ? C'est apprendre à découvrir qui est son voisin. Apprendre à découvrir qui est son voisin dans sa différence culturelle, religieuse, d'origine. Et donc on organise, on travaille principalement dans un premier temps, en tous les cas c'était le début, avec les établissements scolaires. Et donc on voit aujourd'hui entre 5 000 et 7 000 élèves par an.
donc environ 6 000 par an. Et qu'est-ce qu'on fait ? On leur fait découvrir la synagogue de Lyon, la grande synagogue de Lyon. C'est des établissements scolaires catholiques, ce sont également des établissements scolaires publics. Ça va du CE2 en général jusqu'au post-bac pour découvrir qu'est-ce que c'est qu'un juif. Et donc ça, c'est un travail qui est très important sur la lutte contre l'antisémitisme, qui est pour nous un travail, c'est important en fait de pouvoir comprendre d'où ça vient. Moi, j'ai été victime d'antisémitisme à 7 ans. Et par une petite fille qui elle-même ne savait pas trop ce qu'elle disait, mais qui voulait plus jouer avec moi parce qu'elle ne voulait pas attraper la maladie des Juifs. Et quand j'ai couru vers mes parents en leur demandant c'est quoi cette maladie des Juifs, à 7 ans, je ne connaissais pas encore toute l'histoire en fait, des Juifs à travers le temps. Et moi, je me suis promis à toute gamine que quand je serai grande, je lutterai contre cette haine. Et en grandissant, je me suis rendu compte que cette haine, donc, elle était envers ceux qui étaient comme moi, les autres juifs, mais que c'était aussi quelque chose qu'on pouvait avoir juste par l'ignorance. Et donc, avec les Racines de demain, on a commencé par faire ce qu'on connaissait, nous, particulièrement Mickaël et moi, donc c'était la lutte contre l'antisémitisme, mais notre conseil d'administration, il est multiculturel. Et l'objectif, c'était de pouvoir faire un travail sur la déconstruction des préjugés envers l'ensemble des communautés religieuses et culturelles. Et donc, on fait beaucoup d'interventions. Donc, on fait une grande partie en déconstruction de préjugés envers les Juifs dans le cadre de la synagogue, en découverte du patrimoine culturel religieux, en fait. Mais c'est également leur poser des questions sur en quoi est-ce que... leur montrer l'importance de la laïcité en France, leur montrer le lien qu'il y a entre juifs, chrétiens et musulmans à travers l'histoire biblique. En fait, c'est vraiment un éveil et une découverte qu'on leur fait à travers ces interventions. Et c'est également faire des interventions dans les établissements scolaires sur les préjugés, sur les stéréotypes et les préjugés, notamment ceux qui portent sur les religions. Et c'est intéressant quand... alors, c'est pas la même chose quand on travaille avec des 6e, des 4e ou des secondes, mais quand on leur demande quels sont les préjugés qu'ils ont sur les juifs, sur les chrétiens, sur les musulmans, sur les bouddhistes ou sur les athées, on va avoir des choses qui vont remonter. Et là, j'ai fait à peu près 2000... J'ai vu environ 2000 enfants en mars-avril, donc voilà, ça fait beaucoup de choses. Et des choses, pour vous donner un exemple d'intervention qui m'a un peu choquée, et en même temps, j'étais exactement là pour ça. Dans une école primaire en banlieue lyonnaise, j'ai fait un travail de déconstruction sur les différentes religions en leur donnant des noms. Et en disant, par exemple, Abraham, comment est-ce qu'il s'appelle dans l'islam ? Il s'appelle Ibrahim, effectivement. Et Yacoub, c'est Jacob dans le christianisme, en français en tous les cas. Et c'est Yaakov dans le judaïsme, en hébreu. Donc, leur faire comprendre en fait qu'il y a différentes langues qui sont rattachées en France aux différentes religions et que en fait c'est les mêmes personnages, que c'est les mêmes... Mais quand je parle de judaïsme, il y en a un qui va commencer par se boucher les oreilles, ostensiblement. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu te bouches les oreilles ? Et en fait, c'est tout ce travail en fait qui est important et que si on avait été appelé dans cette école primaire, c'est notamment parce que les enfants avaient des comportements qui étaient en rupture avec la société de manière générale, avec des petits loulous qui veulent pas chanter les 3 petits cochons parce que c'est khalouf, parce que c'est pas halal. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour aller au-delà de ça ? Et donc, c'est aller et leur faire prendre conscience, en fait, que si c'est important la religion, et c'est effectivement important pour une bonne partie de la population, alors sachant qu'en France, il y a une enquête qui a été faite qui montre que 37% de la population est croyante, ça veut dire 63% non croyante, donc on sait que la sécularisation est effectivement très forte. Mais pour certaines populations, c'est important, la religion est très importante, et de pouvoir créer les liens entre
la Bible pour les juifs et pour les chrétiens et le Coran pour les musulmans, ça permet déjà d'apporter des connaissances, tout simplement, et de comprendre que ce sont les mêmes personnes qu'on va aborder et que les valeurs sont les mêmes. Et qu'il y a, c'est vraiment faire un travail. C'est un travail de fourmi, c'est un travail de terrain. On va, et que ce soit du CP au bac plus 3, bac plus 4. J'étais appelée pareil il y a 2 mois sur une intervention pour une business school où il y avait des menaces de mort qui étaient faites en bac plus 3, dans une prépa. Il n'y a pas de raison. Mais donc, aller à la rencontre et faire également des interventions à 3 voix, juifs, chrétiens, musulmans, pour essayer de comprendre. Alors, concrètement, comment cela se passe ? C'est toi, Michael, l'équipe qui prend contact avec les établissements. C'est les établissements qui, ayant connaissance de l'association Racines de demain, qui prennent contact. Vous venez à combien par établissement ? Enfin voilà, concrètement, comment ça se passe ? Concrètement, comment ça se passe ? Ça dépend complètement de la demande des établissements. On a fait effectivement, Michael, au début de son activité, comprendre le judaïsme au tout début, avant la création de l'association, avait pris contact avec les responsables de l'éducation, de la scolarité catholique, comment ça s'appelle ? L'enseignement catholique. De l'enseignement catholique, merci, qui lui avait ouvert les portes parce qu'il y avait une vraie demande sur la vie juive. Mais avec l'association, on a ouvert ça donc à l'ensemble des religions. Et aujourd'hui, concrètement, c'est le bouche à oreille qui fait qu'on est connu. Donc principalement sur la région lyonnaise où on travaille en majorité, mais on est en train de le développer également sur Paris. Et je parle de la région lyonnaise, mais on a des écoles qui viennent de Grasse, qui viennent de Mont-Solémine, qui viennent d'assez loin en vérité, ou de Auxerre. Et c'est les établissements qui nous contactent en disant voilà, on aimerait faire un travail. Alors nous, on préfère quand c'est en amont, avant qu'il y ait aucun problème, c'est beaucoup mieux parce qu'on peut arriver et présenter et faire un travail en fait de fond avec les jeunes qui ont des questions, qui ont des vraies questions, que ce soit des questions sur pourquoi est-ce que on parle des religions comme des vecteurs de paix alors qu'on voit bien qu'il y a la guerre, par exemple. Et on est là pour pouvoir leur apporter des réponses. Et quand on fait des interventions à 3 voix, donc ça fait partie des demandes, notamment souvent plus au niveau des établissements, des lycées. Voilà, on aimerait que vous veniez, juifs, chrétiens, musulmans, pour présenter qu'est-ce que c'est que le judaïsme, le christianisme, l'islam, et de répondre aux questions. Et les questions des élèves, on leur demande en général que ça soit par écrit. Pourquoi ? Parce que ça permet d'être anonyme. Et on a souvent des questions qui sont personnelles ou qui touchent à l'homosexualité ou autre, et les élèves n'ont pas forcément envie de s'afficher. Donc, c'est un moyen de pouvoir apporter des réponses aux jeunes avec des personnes qui sont... Alors, notre équipe, donc il y a effectivement Michael et moi, mais on a beaucoup plus que ça. On est une bonne quinzaine d'intervenants de toutes confessions mélangées, pour pouvoir intervenir et apporter des réponses à la fois avec des connaissances sur le fond, sans être dans un dogmatisme quelconque. On est là pour il n'y a pas de prosélytisme. Il n'y a pas de prosélytisme ni de dogmatisme. C'est-à-dire que quand on présente quelque chose, on dit voilà ce qui existe, de la même façon que dans le judaïsme, par exemple, je ne vais pas donner que la voie orthodoxe ou que la voie libérale. Je vais présenter l'ensemble de ce qui existe pour que les enfants comprennent ou pour que les adultes comprennent. Et pareil pour les intervenants islam ou christianisme, montrer les différences qui existent de telle manière à montrer en fait toute la richesse qui existe. C'est un peu comme ce qu'on a fait avec Limoud, mais de le présenter et de permettre aux enfants de comprendre en fait toute la richesse qui existe dans les différentes religions et que ce n'est pas en opposition avec les valeurs de la République. Et ça, c'est quelque chose qui est très important également, c'est de montrer en fait que la laïcité et les religions, c'est parfaitement compatible.
Et alors, financièrement, comment ça se passe? Financièrement, les écoles prennent en charge les interventions. Parfois, elles font appel aux mairies ou aux cités éducatives. Donc, quand on travaille avec les REP+, donc les écoles publiques qui sont en réseau éducatif prioritaire, par exemple, il y a souvent les cités éducatives qui va prendre en charge une partie du coût, si ce n'est la totalité. Quand on travaille avec des écoles catholiques, eh bien, là, il y en a une sur Villeurbanne qui a fait une demande à la mairie de Villeurbanne pour prendre en charge une partie du coût. Et c'est vraiment, voilà, on s'organise pour qu'effectivement, il puisse y avoir des aides. Et il y a également, de notre côté, on fait appel à des subventions. Parce que dans tous les cas, on sait bien que le coût, par exemple, on fait peu payer à la synagogue, on fait payer le tiers de ce que ça devrait être payé normalement, mais parce qu'on sait que les écoles ne peuvent pas non plus prendre... Enfin voilà, qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire payer, et donc on dépend aussi de subventions pour pouvoir faire que l'association existe, et sachant qu'on a aussi des alternants qui travaillent avec nous, on a des salariés. Donc voilà, c'est aussi important que au niveau d'un modèle, que le modèle fonctionne correctement au niveau de l'association pour pouvoir bien avancer. Alors, il y a un certain nombre de documents que vous avez produits. J'imagine qu'on peut les voir sur le site. Tout à fait, oui. On a produit un calendrier du vivre ensemble, donc qui permet de découvrir 12 différentes fêtes de religions et cultures différentes. Donc il y a évidemment les fêtes civiles, mais il y a également les fêtes chrétiennes, les fêtes musulmanes, les fêtes juives, bouddhistes, hindoues, shintoïstes, bahaï, jaïn, taoïstes. Enfin bref, on a vraiment ouvert beaucoup de telle manière à ce que sur chaque mois, eh bien, on puisse voir un petit peu quelles sont les différentes fêtes et savoir à quoi ça correspond. On a aussi fait commencer un livret sur la laïcité. Qui est très bien fait. Merci beaucoup. À destination des lycéens et de tous les curieux. On en travaille là sur la version collège. Et derrière, en fait, c'est une série de livrets. Donc, le premier sur la laïcité, puis sur le judaïsme, sur le christianisme, sur l'islam, sur les spiritualités orientales et enfin sur déconstruire stéréotypes et préjugés. Donc voilà, on a tout un ensemble de choses. Donc au niveau de ces ouvrages, on peut effectivement les trouver, les commander sur notre site internet. Donc c'est www.lesracinesdedemain.org. Et on a aussi quelque chose, parce qu'au bout de 5 ans, on s'est rendu compte que les professeurs ou que les adultes, en fait, n'avaient pas beaucoup d'autres connaissances que parfois, en fait, les professeurs n'osaient pas du tout aller sur le terrain du religieux. Alors, parce que ce n'était pas forcément leur place. Je pense à un prof de maths, par exemple, il ne va pas aller sur ce terrain-là. Mais aussi parce qu'il y a des manques de connaissances. Et quand je parle du religieux, je parle aussi du religieux d'un point de vue social ou sociologique. Et donc, on a décidé de créer un centre de formation qui s'appelle Dialogos France, qui est un centre de formation professionnelle et de ressources professionnelles sur la laïcité et sur le fait religieux pour former justement tous les professionnels. Alors nous allons marquer une deuxième petite pause musicale avec le père Christophe Le Sourd et son invitée Ruth Ouazana Barrère dans Dialogue au présent sur KTO Radio. Ruth, vous avez choisi une chanson qui s'appelle One Day. Est-ce que vous pouvez nous dire une fois encore pourquoi cette chanson ? Oui, One Day, c'est une chanson qui a été composée et chantée par Mathis Yaou. Et la version que je vous ai proposée, c'est une version qui a été chantée à Haïfa il y a quelques années, avant le 7 octobre. Et ça a été chanté à la fois par des Israéliens chrétiens, des Israéliens juifs, des Israéliens musulmans. Et ça dit, un jour, one day, on pourra avancer, il n'y aura plus de guerre et on pourra avancer tous ensemble. On écoute.
Et nous nous retrouvons sur KTO Radio pour la dernière partie de cette émission avec le père Christophe Le Sourd et son invité Ruth Ouazzana Barrère. Alors, tu es une femme très engagée, on a parlé de Limoud, Racines de demain. Il y a un autre lieu où tu es très présente qui est le dialogue entre juifs et chrétiens. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Je suis effectivement vice-présidente de l'amitié judéo-chrétienne à Lyon, dont j'ai été présidente pendant 3 ans. Puis, au bout de 3 ans, j'avais trop d'activités actives et donc je suis en vice-présidence avec le nouveau président s'appelle Michel Durez. C'est un monsieur extraordinaire qui tient bien la route et celui qui fait bien avancer les choses au niveau de la JCF. Et avant moi, il y avait le père Jean Massonnet, qui était président également de l'amitié judéo-chrétienne et qui a reçu d'ailleurs le prix de l'amitié judéo-chrétienne, qui est pareil, un monsieur extraordinaire. Donc j'ai beaucoup de chance sur Lyon d'être avec des gens de grande richesse eux-mêmes. Le dialogue entre juifs et chrétiens, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis de nombreuses années. Parce que tout d'abord, on vit en France et que c'est important de connaître. On vit avec. On a parlé tout à l'heure de laïcité. La laïcité, c'est ce qui nous permet de vivre chacun en bonne entente et de pouvoir partir à la découverte des autres. Et en 99, il y a eu un premier travail qui a été fait à l'instigation du père... comment est-ce qu'il s'appelle ? Désolée. Qui était à Lyon, qui était à Paris. Patrick Desbois. Merci beaucoup, du père Patrick Desbois. Et de Yossi Haklai, qui à l'époque était le responsable de l'agence juive, pour permettre d'avoir des rencontres entre responsables de mouvements de jeunesse et de personnes qui s'occupaient de la jeunesse sur Paris. Donc à l'époque, j'étais sur Paris avant d'aller sur Lyon. Et donc j'étais la représentante pour les éclaireurs israélites de France des EI dans ce cadre de mouvement de jeunesse. Et j'ai eu notamment la chance de rencontrer une femme qui m'a suivie depuis et que j'ai suivie également et avec laquelle on a une grande amitié s'est liée, qui s'appelle Danielle Guerrier. Et donc mes premières grandes discussions étaient à l'époque avec elle et on n'était pas très souvent d'accord, mais on a beaucoup appris l'une de l'autre. Et dans mon parcours principalement scout, au niveau international, j'ai fait énormément de dialogues interreligieux et j'ai à chaque fois beaucoup appris avec des personnes qui étaient pasteurs ou qui étaient prêtres.
Et en fait, c'est à chaque fois un enrichissement dans les deux sens. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé absolument extraordinaire, c'est que plus on va vers l'autre, plus on découvre qui est l'autre, mieux on se découvre soi-même. Et c'est une des raisons également pour laquelle je me suis engagée donc dans ma nouvelle ville, depuis 9 ans que j'y habite, à Lyon, à l'amitié judéo-chrétienne, parce que c'est vraiment important en fait d'être là, d'être présent, et parce que c'est à travers la rencontre qu'on se rencontre. Et alors, donc, la rencontre, ça veut dire à la fois discuter et c'est également passer des moments ensemble, des moments de vie. Alors, pour nos amis qui peut-être ne connaissent pas les activités des amitiés judéo-chrétiennes, qu'est-ce qu'on propose dans le cadre des amitiés judéo-chrétiennes ? Alors, il y a plusieurs choses qui sont proposées. Il y a tout d'abord des conférences. J'avoue, c'est un peu un télo, mais c'est hyper intéressant. Des conférences sur le judaïsme, des conférences sur, par exemple, la prière, comment priaient les premiers chrétiens dans les premiers siècles. On a la chance d'avoir Bernard Veil qui nous a rejoints à la JCF de Lyon, qui venait de Paris, et qui nous fait des interventions, mais lui mais beaucoup d'autres en vérité. Donc il y a beaucoup d'interventions qui touchent soit au judaïsme, soit au christianisme, soit sur la naissance du christianisme, donc qui lie les deux. On a également des activités de partage. Donc on a des repas qui sont organisés, un repas sous la souka qui est souvent organisé notamment au moment de Sukkot, donc de la fête juive des cabanes, des repas également amicaux. On a des activités culturelles, ça peut être des ateliers de lecture par exemple, donc qu'on va faire ensemble. Et il y a également quelque chose que je partage entre les racines de demain et l'amitié judéo-chrétienne, c'est d'organiser des open événements. Donc, par exemple, un open Shabbat. Ça, c'est à la demande d'une jeune femme que je ne connaissais pas, qui est devenue amie depuis. Et en rentrant, on est allés ensemble en 2018, donc ça remonte à quelques années quand même, 7 ans, à Paray-le-Monial. Et en revenant en voiture ensemble de Paray-le-Monial, elle m'a dit « Ruth, ce serait génial si vous pouviez organiser un Open Shabbat pour faire découvrir ce que c'est que Shabbat aux chrétiens. » Et je lui ai dit « Écoute, c'est une excellente idée. Surtout que j'en faisais déjà il y a longtemps quand je vivais à Paris. J'en ai fait quand je vivais en Israël, à Tel Aviv. Donc, pourquoi pas effectivement le faire ?» Et c'est l'occasion en fait de rencontrer et d'avoir pour les chrétiens qui viennent, en tous les cas, les retours qu'ils m'en font, c'est qu'ils viennent soit parce qu'ils ont quelqu'un de plus ou moins éloigné dans leur famille qui sont juifs, et donc c'est une manière de connaître un petit peu, de se rapprocher, et pour beaucoup, c'est comprendre comment vivait Jésus il y a 2000 ans, et comprendre comment vivent les Juifs également aujourd'hui, et comprendre comment ça peut enrichir leur foi chrétienne. Alors, justement, il y a un élément très, très important pour l'enrichissement de la vie chrétienne. Concrètement, ça se passe comment un Open Shabbat ? Concrètement, les gens s'inscrivent. J'ajoute, j'ai eu la grande chance de participer à plusieurs. C'est toujours magnifique, mais alors, concrètement ? Concrètement, les gens s'inscrivent à un Open Shabbat et quand ils arrivent, on leur présente une kippa, on leur explique ce que c'est qu'une kippa. Pour les femmes, on leur présente les bougies, on leur explique pourquoi est-ce que les femmes allument des bougies ou les hommes, s'il n'y a pas de femmes dans la maison, enfin, pourquoi est-ce qu'on allume des bougies de manière générale avant Shabbat. On va faire les prières, donc la prière sur le vin, la prière sur le pain.
Et donc sur le pain particulier, c'est du pain tressé, c'est la challah. Ensuite, on va partager le repas. Puis moi, j'aime bien chanter, donc j'organise quelques chants entre les plats. Et alors ça, c'est ma touche également personnelle, c'est d'organiser une chavruta à la fin de l'Open Shabbat, donc un temps d'étude et de réflexion à la manière juive, traditionnelle qu'on a dans les yeshivot, dans les écoles talmudiques, pour se demander qu'est-ce que c'est que Shabbat et pour comprendre. Et donc ça permet, et c'est très très riche, et de la même façon que ce que j'ai découvert à l'international en parlant au niveau interreligieux, je le découvre de la même façon à Lyon, en étant avec les personnes qui viennent. Quand je fais un travail comme ça d'études, donc c'est de la théologie, mais c'est de la théologie pratique, on va dire. Il y a tellement de richesses qui sortent et je suis... alors, il y a des choses que j'ai déjà entendues, mais il y a toujours des nouveautés aussi qui arrivent. Et en hébreu, on parle de chidushim, de nouvelles acceptions, de nouvelles compréhensions du texte. Et je trouve ça génial quand... on en découvre des nouvelles en en discutant sur le texte, juifs et chrétiens confondus, et que ensemble, c'est exaltant souvent. Et c'est des moments qui sont des moments vraiment riches. Et donc, c'est des choses que je fais avec les Racines de demain, qui sont proposées dans le cadre de l'amitié judéo-chrétienne, parce que justement, ça permet d'aller et de vraiment partager des moments, pas juste écouter une intervention, mais partager un vrai moment d'amitié et de réflexion conjointe qui, je pense, qui nous enrichissent tous. Alors, nous sommes l'année du 60e anniversaire de Nostra Aetate, qui a été un texte très important au moment du Concile Vatican II, qui a été un véritable changement de paradigme du regard des catholiques sur les Juifs. Aujourd'hui, quels seraient les grands chantiers pour avancer encore davantage dans le dialogue entre Juifs et chrétiens, et singulièrement entre Juifs et catholiques? Je pense que continuer à apprendre l'un de l'autre. Je pense qu'un chantier principal, c'est vraiment d'aller vers l'autre pour pouvoir mieux se comprendre. Ça vaut évidemment, j'ai envie de dire, pour les chrétiens, pour les catholiques, parce que effectivement le judaïsme est à la racine, mais ça vaut aussi pour les juifs. Parce que, en fait, le monde chrétien et le monde catholique nous renvoient à une autre image. Si on passe si on fait une grande parenthèse sur les 2000 ans d'antisémitisme ou autres qui ont pu se passer, si on passe uniquement sur la partie apprentissage culturel, apprentissage de comment est-ce que l'autre comprend les choses, voit les choses, on peut énormément s'enrichir de l'autre, et c'est vraiment d'aller à la rencontre de l'autre, d'aller à la découverte de l'autre, c'est toujours une richesse. Donc c'est continuer à y aller, et un pas de plus également, c'est aller en Israël également. Et pouvoir un petit peu se dessiller les yeux. On voit beaucoup de choses dans les journaux qui font du mal aux Juifs, qui font du mal à Israël. C'est aller sur le terrain, comprendre, aller voir ce qui se passe pour pouvoir, plutôt que d'apporter une vision pleine de préjugés au final, aller tendre la main à l'autre, que ce soit en France, que ce soit en Israël ou dans les différents lieux, pour comprendre qui est l'autre, comment est-ce qu'il ressent les choses, ne pas parler sur lui, mais aller lui poser la question pour pouvoir avoir une réponse qui vienne de l'autre. Et pour citer Martin Buber, c'est pas je et il, mais je et toi. C'est je et tu, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut recréer ensemble ce lien qui nous redonne une face, un visage qui puisse nous permettre à l'un et l'autre d'évoluer et de grandir ensemble.
En tout cas, un grand merci, Aude, d'être venu nous présenter ces 3 lieux de dialogue fraternel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle qu'on peut trouver sur votre site lesracinesdedemain.org le livret sur la laïcité et le calendrier du vivre ensemble avec énormément de fêtes religieuses. Nous espérons que vous avez aimé partager ce nouveau dialogue avec le Père Christophe Le Sourd et avec son invité du jour. Et nous nous retrouvons le mois prochain avec un nouvel invité représentant de la communauté juive pour toujours mieux nous connaître, mieux nous estimer. À bientôt sur KTO Radio. À bientôt. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, juifs et chrétiens, dialogue au présent.